Bah, vu que la question a été posée en français, je vais répondre en français. Bah, bon, c'est pas... Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Déjà, deux choses. Nous, on croit que la police n'a rien à faire jamais dans les écoles. Jamais. Et que vraiment, c'est pas une question d'être réformé ou quoi que ce soit, c'est que ce qu'on aimerait que soit l'école, on sait que c'est surtout ici, c'est un outil de surveillance, d'oppression coloniale, raciste, tout ce qu'on veut, mais l'espoir, et je pense qu'il y a des professeurs dans l'Assemblée ici, les professeurs qui nous ont inspirés, c'est ceux qui nous ont offert une liberté, etc., un espoir, l'idée qu'un autre monde était possible. Et la police, c'est l'inverse de ça. C'est l'idée qu'il faut obéir aux ordres. Et un policier, dans sa fonction première, c'est d'obéir aux ordres. Peu importe l'ordre. Donc, il peut bien faire effectivement des formations sur... maintenant, ils font les blanket exercises, etc. Si son ordre, c'est de chasser, par exemple, une personne membre de la communauté des sans-abri en plein hiver à la station Place des Arts, il obéira à cet ordre. Et si son ordre, c'est d'entrer dans une école, s'il décide de ne pas obéir, ça sera peut-être une bonne personne individuellement, mais sa fonction, c'est ça. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est remplacer, écarter le plus possible cette vision de l'autorité brutale et basée sur l'obéissance, et offrir le plus possible une conception de l'autorité, du savoir, basée sur la liberté, l'écoute. Ça, c'est incompatible avec la police, je crois. I had forgotten to say that the school that I was talking about when I went to do a talk, the École d'Adultes, where the police was there, it was majority North African and black kids, majority. Like, I don't remember seeing a white kid. So for those that, like, when I say that there was 2 police officers in front of the school entrance every day, and they're like, oh, I've never seen that. You have to consider also that these examples are usually in neighborhoods where, you know, the kids, there's an overrepresentation of black and kids of color, so. As a white person, a privileged person, I grew up, my best friend was Haitian, and I was taught as a white kid that the police was there to protect me, to make my rights be respected. And my best friend was taught not to look the police in the eyes, not to reach for their pockets, not to reach for their bag when they were looking at police. And I wonder how a privileged kid, how a white kid, how I can educate other privileged kids to understand how police are a menace to queer, mostly, especially black trans women, especially racialized youth, and how I can educate people that look like me not to believe in the tale that police are there to protect people. All right, who wants to answer that question? How... Nonray wants to answer? Yeah, so the question was about how white privileged kids who are taught that the police is there to protect them can work to educate their friends who are also white and privileged to understand the violence of policing and the threat that police represents to their other friends who are black, who are indigenous, who are queer, who are racialized, etc. Well, the reason we're probably passing it back and forth is it is a difficult question, mainly because the responsibility does not lie on us to tell you that, but lies more on you to also begin to understand and figure that out.
But one of the things I could say about all of us is to actually, we have to first of all educate ourselves. And so a lot of times in class, I have students that will say to me, you know, my friend, my black boyfriend, my queer friend, and kind of we start to kind of individualize the problem. And we have to understand that while the problem has individual manifestations, it is a systemic problem and a systematic problem. So the education starts in understanding that how the entire system of white supremacy is set up, right? And that the police are there to protect and serve the interest of sustaining white supremacy as a system, right? They're not there, so they are there as the soldiers, right? As the front soldiers in a war to protect the presence of white empire, right? And so they are not necessarily the bosses, right? I'm a socialist, I'm an internationalist, so I have different perspectives on who they are and police unions and all of that, but they are not necessarily the ones in charge, you know, but they are carrying out a greater mission, right? And this greater mission is to protect some at the interest of others. And so I think our education starts with understanding even ideas and even understanding history, right? So where do we even start talking about policing in Canada? We have to start talking about the fact that this is a settler colony, right? That the first crimes that were committed, the genocide that was committed on this land was also done by people that were here to protect and to serve an empire, right? And to push forward that empire. So we have to begin to read more, to understand more, to challenge ourselves more, and to challenge our friends and our families to understand not just the manifestation, which police are, but also why they exist in that way. And in a way also, that takes us away from the confrontation of like just an individual police officer, to understand that that individual police officer is not just representing themselves, their body and their, because that police person, you know, people will say, oh, you know, the other question was, can we retrain police officers? Aren't they human beings? You know, can we not, is there no redemption? You know, and abolitionists believe in redemption, right? We are people that believe that the society can actually be redeemed. We don't believe it is irredeemable, but we believe that the system must be broken for it to be replaced and renewed. So I think the focus should be on learning and also unlearning, right? And it's not easy. It's a lifelong process, and there's also a way of saying, where is my energy best manifested, right? So do I continue to spend all my days trying to convince person A who's never going to listen to me, or do I invest in making other changes in my community and using my time towards that? Only you know where your own personal strengths are, right? Where you know you thrive, and within that potential that you have is your own emancipatory power to actually release that, and to release that on your family and your friends and your community, and only you will be able to determine that. I hope that answers your question. Thanks for that. Yes. There was someone else here. Yeah, was it you? It wasn't you, but you'd like to respond. There was also a hand, so maybe after I'll come back to you. Yes, you have a question. Merci. Ben, c'est plus un commentaire, un partage. Merci pour le travail que vous faites. Ça me rassure qu'il y a une organisation qui fait ce travail-là. J'avoue, en tant que mère immigrante qui est arrivée ici, qui a milité toute sa vie dans son pays natal contre la répression policière, quand j'ai mis ma fille à l'école, je ne comprenais pas comment l'école était un vecteur pour faire la promotion de la police. Les institutrices demandent à nos enfants de saluer les officiers de police à chaque fois qu'ils en croisent un. Alors que moi, ma fille, depuis qu'on est ici, on a été à toutes les manifs contre la police à chaque fois qu'ils ont tué quelqu'un dans nos communautés. Et mon enfant, aujourd'hui, vit vraiment une dissonance cognitive parce que, entre ce que nous, on dit comme discours, ce qu'elle est en train d'entendre dans la communauté et ce qu'elle entend à l'école, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas dans sa tête. Il y a une violence qu'elle subit au quotidien. Je vais vous narrer un incident. L'année dernière, il y a des policiers qui sont venus donner une formation dans l'école.
ça c'est quelque chose qui dépasse mon entendement. Je ne savais pas que c'était quelque chose de possible. Je pense que tu l'as éteint peut-être? Là, ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. This one. Ouais. Est-ce que ça non, ça ne marche pas. J'ai parlé fort. Oui, là ça marche, ok. Puis les policiers sont venus donner la formation et ma fille a dit à sa prof pourquoi la police est dans l'école en train de nous enseigner des choses. Et on a eu un appel de sa maîtresse pour nous questionner sur son sentiment anti-police. Et elle nous a demandé de faire un suivi avec elle auprès d'une psy parce qu'elle parle trop de racisme, parce qu'elle parle trop de violence policière, etc., etc. Fait que, tu sais, moi, aujourd'hui, là, je partage cette réflexion avec d'autres mères, puis j'aimerais vous entendre là-dessus parce que je me sens tellement toute seule là-dedans, puis l'année a été vraiment difficile pour nous. Parce que je suis comme, qu'est-ce que je fais quand j'envoie mon enfant à l'école, elle est toute seule à devoir se défendre contre ce système-là. À l'extérieur, je suis là pour l'accompagner. Mais entre les murs de cette institution, qui est pour moi une institution violente, qui est une institution colonialiste, qui est une institution raciste, comment elle peut avoir les outils, même à son âge, pour se défendre contre tout ça? C'est comme, on demande à nos enfants quelque chose qui est complètement impossible. All right, I'll try to translate briefly what the person just shared about having a child who is in a school where there's a heavy indoctrination around respecting and literally like saluting the police when you see them in the halls, and the kind of dissonance and violence of having to experience that and being essentially forced to respond to the police in this way while being aware of the violence of policing, being aware of people in her community being killed by police officers, going to protests against policing, and the heavy weight that a child ends up having to bear, knowing the racism that they're being forced essentially to comply with. And yeah, thank you for sharing. It was really beautiful, but I'll maybe summarize it like that. And I'm sure that one of you at least has something to offer in response. La seule chose que je peux te dire, c'est que c'est comme, des fois je me sens comme le même montant de temps que mon fils passe à l'école, je dois dédier pour les faire comme, like, unlearn, comment est-ce qu'on sait ça? Désapprendre ça. C'est parce que c'est comme, c'est vraiment, des fois, c'est vraiment comme si tu es dans une bataille, là. Parce qu'ils arrivent à la maison avec plein de trucs, et tu es comme, et c'est même pas juste en matière du racisme, mais en matière de sexisme, en matière de, il faut tellement, homophobie, tellement de choses qu'il faut déconstruire quand ils arrivent à la maison. Et c'est vraiment dur parce que c'est comme des fois tu penses que l'école est là non pas pour éduquer ton enfant, c'est comme si l'école fait partie d'un système qui est contre toi. Et ça c'est souvent le sentiment de beaucoup de parents racisés. À côté, ils doivent gérer les incidents racistes, ou c'est de la part de l'enseignante ou l'enseignant ne fait rien. Il doit gérer la discipline, la surdiscipline. Tous les parents racisés peuvent vous parler de la surdiscipline des enfants racisés là. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, merci beaucoup pour avoir eu le courage de parler. Juste une chose, vous n'êtes pas toute seule et notre coalition c'est aussi là pour vous, et si ça vous intéresse on cherche des parents comme vous justement pour pouvoir vous parlez de la dissonance cognitive et c'est vraiment ça. Le Canada, c'est cette dissonance cognitive. On est le pays le plus ouvert du monde et en fait, on continue de perpétrer un génocide, de continuer d'être raciste, d'être sexiste, d'être homophobe, etc. Et on a une force armée pour le faire, pour discipliner les enfants, pour leur inculquer l'obéissance. Et donc, ça nous est insupportable que votre enfant, que vous, dans votre corps, vous ayez à vivre ça. Et c'est pour ça, pour des gens comme vous et pour tout le monde, qu'on essaie d'être là et d'organiser la solidarité. C'est très dur,
Et c'est vrai que c'est solitaire, mais et que c'est ingrat aussi. C'est ingrat, ça prend beaucoup de temps, parce que justement, comme je l'ai dit, l'administration est contre nous, la mentalité est contre nous, c'est très dur de se faire entendre. Donc tout ça, on entend ça et on essaie de tendre l'oreille. Et vraiment, si ça vous intéresse de mettre vos efforts en commun et d'arrêter de vous sentir seul, alors nous, on ne rêve que de pouvoir avoir des parents qui peuvent s'investir là-dedans. Mais bravo encore pour juste avoir pris la parole. Juste une chose à ajouter, un conseil pour les personnes qui peuvent, parce que moi quand je suis arrivée, je pouvais pas là, j'avais pas le temps. Mais si vous avez le temps, on a besoin de plus de parents racisés au sein des conseils d'école, là, où les parents partagent et décident sur certaines politiques à l'école. Moi, j'ai appris ça pendant la pandémie parce que j'ai voulu assister à un conseil exécutif des parents. Et puis, il n'y avait aucun parent racisé sur le conseil, aucun parent représentant un enfant en situation de handicap. Donc, ce qui se parlait, c'est comme, ça touchait même pas les besoins de nos enfants. Et puis, je voyais les thèmes, c'est en pleine pandémie, quand il y avait des enfants qui venaient, parce que l'école était au Myland, là. Il y avait des enfants, parce que cette école accueillait une classe fermée qu'on appelle, qui est une classe qui est pour les enfants avec certains handicaps qui ne peuvent pas être en classe régulière. Donc, tous ces enfants ne venaient pas du quartier. La majorité venait des parcs extension, c'était tous des enfants racisés. Vient la pandémie, l'école ferme, il n'y a aucun suivi à ces enfants-là. Puis, il n'y a aucune manière pour les parents d'être en communication avec l'école parce que l'école, c'est Service scolaire Montréal, tout est en français. Puis, on parle des parcs extension quand on sait qu'il y a beaucoup de familles qui ne sont pas francophones. Donc, on envoie toute l'information en français. Les parents ne savent même pas, n'ont pas accès à du soutien. Et puis, quand tu vois les conseils de l'école, il n'y a aucune représentation. Donc, personne n'en parle. C'est les choses qui étaient discutées, il y avait une déconnexion complète avec la réalité des étudiants racisés et des familles migrants. Donc moi, je dirais pour ceux et celles qui ont le temps, il faut vraiment être sur ces conseils-là parce que sinon, on ne peut pas... c'est vraiment difficile, surtout pour les personnes qui organisent ou qui font la militance, de te rendre compte que tu dois le faire partout. Donc là, tu milites à l'extérieur, mais là, tu dois militer à l'école parce que si tu ne milites pas pour ton enfant, personne ne va le faire. C'est vraiment difficile, quoi. Yeah, I think we had a question here, and then here. Thank you. And I want to start by thanking you for saying that it is not your responsibility to educate us white people. It is our responsibility to look around and really to listen to the stories, to believe them. And I think the biggest obstacle that people of privilege need to overcome is that shift in worldview, or to know that that shift needs to happen. Because I grew up in that world that was designed by colonists to privilege colonists, right? I benefited from that just by virtue of being white. And I was not aware of this other world. I've only slowly become aware of the differences through listening to and leading stories. So that is part of our work. And I also believe that defunding the police is a further shifting away from those colonial values, and that we can refocus on values that build up the systems that were damaged by colonization. I mean, I think a lot of, the societal differentials that occur between the races are a direct result of colonial values. And so now we need to work to undo that damage. And that is the work of the people in a place of privilege, because it was privileged people that caused the damage. And we prevented huge populations of people from accruing intergenerational wealth while also causing intergenerational trauma. So it's all interlaced. We all, perhaps we've heard of cycles of poverty, and it's a mixed bag, but it starts with educating ourselves and really like trying to understand where this is coming from, how it is, and then working with others on providing resources for each other too, networking and offering resources.